Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 24 novembre. À la une, visite de terrain du Premier ministre, chef de gouvernement, Mohamed Beavogui s'est rendu sur le chantier de construction du tribunal spécial des événements douloureux du 28 septembre 2009. Santé, des équipements modernes de réanimation offerts par la Banque africaine de développement à la Guinée, estimés à plus de 6 milliards de francs guinéens. Ce don est destiné aux structures sanitaires de 10 districts du pays. Enfin, nous irons en région forestière pour parler de la mise en place de la plateforme transfrontalière. Elle est chargée de la gestion rationnelle de la forêt de Ziama à la frontière Libéria-Guinée. Une fois encore, bienvenue à tous. Visite de terrain du Premier ministre. Mohamed Beavogui s'est rendu sur le chantier de construction du tribunal spécial des événements douloureux du 28 septembre 2009. Les travaux sont exécutés à 60% par l'entreprise guinéenne Lascar Multiservice International. Le chef de gouvernement a saisi l'occasion pour rappeler la détermination à soutenir l'évolution de ces travaux. Reportage Hadi Kamara. Dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry, les travaux de construction du tribunal spécial du dossier du 28 septembre de 2009. La justice étant la boussole des actions du CNRD, le Premier ministre a tenu à effectuer cette visite de terrain ce matin. Ce chantier est ouvert depuis 2 ans. Mohamed Beavogui, en compagnie de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait le tour de tous les compartiments du bâtiment devant abriter le procès à retentissement international. Comme vous voyez, les travaux sont avancés. Il y a certains problèmes à régler pour qu'on accélère. Dès que ces problèmes seront réglés, comme vous avez entendu tout à l'heure, nous espérons que le bâtiment sera prêt dans les 3 mois suivants. En ce qui concerne la partie judiciaire, parallèlement aussi, ils ont un certain nombre d'actions à entreprendre. Ces actions vont être entreprises pour que la fin du bâtiment coïncide avec une préparation complète de la partie judiciaire. Nous espérons que ça va se passer correctement à partir de maintenant. La ministre de la Justice va déjà convoquer le comité de pilotage du 28 septembre et ce comité de pilotage pourra revoir la situation et faire des propositions nécessaires au gouvernement pour accélérer le processus. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement s'est engagé. Le président de la République l'a dit clairement, la justice sera la boussole qui va guider notre action. Et la question du 28 septembre est une question cruciale qu'il faut régler assez rapidement. Elle sera faite dans les règles de l'art, dans la loi et seulement la loi. Les travaux de cette infrastructure sont exécutés à 60%. Avec ce nouvel engagement politique, les techniciens sont déterminés à poursuivre les travaux. Il y a une salle d'audience en bas, plus de bureaux. Vous montez au 2e étage, il y a la grande salle. Plus de bureaux au 2e étage, il y a le bureau des procureurs, le bureau des magistrats. C'est ça qui est le bâtiment. En bas, on a des salles de prisonniers, enfants, prisonniers femmes. Il y a les salles des témoins. L'achèvement rapide des travaux d'aménagement de ce bâtiment est un enjeu majeur pour le gouvernement Mohamed Beavogui. La refondation de l'État passe nécessairement par la relance et la qualification de l'appareil judiciaire du pays. Et puis accès aux logements décents, près de 3000 logements de standing moyen sont en construction sur les sites de la cité douane à Koléa. Le ministre de l'Habitat a visité ce chantier pour évaluer le niveau d'avancement des travaux. Ousmane Gawal Diallo a exprimé sa volonté d'offrir un meilleur cadre d'investissement afin de développer l'immobilier en Guinée. Reportage signé Saint-Martin Fansinadouno. Sur la corniche de Koléa, 16 immeubles retiennent les attentions. Certains sont complètement terminés, d'autres sont en chantier. Le groupe Adoa Douja Promotion construit 1000 logements de moins standing sur ce site, baptisé Cité des Douanes. Pour évaluer le niveau d'avancement des travaux, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire visite le chantier. Il faut savoir que notre pays est dans une situation de crise de l'immobilier. Il manque environ 50 000 logements chaque année.
pour satisfaire la demande de nos concitoyens. Le gouvernement est disposé à faciliter les promoteurs immobiliers. Le groupe Ardoa est un promoteur marocain. Ces projets, placés dans le partenariat public-privé, est le fruit de la coopération entre la République de Guinée et le Royaume chérifien. Nous sommes engagés en Guinée, nous avons signé une convention d'investissement où nous souhaitons développer plusieurs milliers de logements dans tous les segments d'activité. Nous voulons développer des logements dans le secteur du logement social que nous avons compris qui est une priorité de l'actuel gouvernement et nous sommes disposés à réaliser de manière massive des logements à Conakry. La mise en œuvre de ce projet suscite de l'espoir chez les autorités publiques en matière de promotion et de construction de logements accessibles à tous avec les garanties foncières comme l'acquisition des titres fonciers par les futurs acquéreurs. Ici, les conventions de vente et de baux seront passées. Le sentier évolue. Les livraisons sont programmées pour certaines dans simplement quelques mois. Et il y a des difficultés pour démarrer sur une partie de leur chantier. Nous allons diligenter auprès des autorités pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs dans les livrables. À la cité police, toujours à Koléa, le groupe Ardoa va réaliser 2000 logements également de moins standing. Après l'exécution de ces chantiers, les cités douanes et police vont offrir non seulement des logements décents, mais aussi une image architecturale attrayante au quartier Koléa. Autre déplacement, de son côté, le ministre du Budget était dans les installations techniques du port conteneur. Il est allé s'enquérir des conditions de travail des agents de douane sur le terrain. Reportage signé Fatmata Kourma. Au port autonome de Conakry, le ministre du Budget est venu visiter les installations du scanner du port conteneur à rayon X. La démarche vise à comprendre le fonctionnement de cet outil de lutte contre la fraude et de mobilisation des recettes. Au centre d'analyse des images, le ministre Moussa Cissé s'est félicité de la performance de cette installation dont la capacité d'analyse atteint les 600 conteneurs par jour. Nous avons constaté qu'il y a une augmentation du trafic au sein du port et l'installation du scanner qui permet aussi de scanner en temps réel les informations qui sont analysées depuis un centre. Et c'est satisfaisant, mais il y a des efforts à faire. On aura le temps de faire un état des lieux avec les services des douanes pour que davantage les éléments d'information et de sécurité qui sont scannés, que ça soit bien analysé et fiable. Parce que tout ça, ça concourt à la mobilisation des ressources pour l'État. Et dans le cadre de la refondation de l'État, nous avons besoin de ces ressources-là pour mettre en place les bases de développement de la Guinée. Au cours de cette visite, le ministre du Budget a eu des échanges fructueux avec chacun des chefs de service du port conteneur. Il a recensé les difficultés de chaque service et invité les soldats de l'économie à plus d'efforts pour honorer les engagements du contrat de performance et d'objectifs de la Direction générale des douanes. Et cette bonne nouvelle, le secteur minier se porte bien. Il est en pleine expansion. Dans la préfecture de Bofa, la société Kimbo Mining a officiellement démarré la phase d'exploitation et d'exportation de la bauxite. Le changement du premier bateau s'est déroulé le week-end dernier. La cohabitation pacifique et le respect du contenu local sont les principales attentes. Reportage Valérie Talimane. Sur le fleuve Fatala, un nouveau port minéralier en exploitation. Kimbo Mining charge pour la première fois le bateau de bauxite pour son expédition. Une nouvelle aventure pour Seydouba Bangoura, ancienne gloire du légendaire Afia 77, aujourd'hui investisseur minier. Depuis 2006, je me suis battu pour que ce jour arrive et aujourd'hui, Dieu m'a montré ce jour heureux pour venir assister au lancement du premier bateau. Illustration d'un investissement assuré par les nationaux, Kimbo Mining arrive au moment où le respect du contenu local est de mise. Pour y arriver, les autorités préfectorales appellent les parties prenantes à une cohabitation pacifique. Rien ne peut aller dans la guerre. Tout se fait, n'est-ce pas, dans la paix, comme le président a toujours instruit. Donc, j'ai insisté sur là-dessus, parce que sans la paix, rien ne peut y aller. Le développement, tout ce qui s'ensuit, c'est dans la paix.
Plus de 2 ans de construction due au ralenti causé par le Covid-19, la mise en service de ce port d'une capacité annuelle de 15 millions de tonnes ouvre la phase d'exploitation de la société Kimbo avec plusieurs attentes des populations liées à l'emploi et à la responsabilité sociétale pour le développement des collectivités d'impact. Direction l'AB, validation du plan de travail et du budget annuel du projet, agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne Guinée. Plusieurs accords sont signés dans le but d'améliorer de manière durable la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Abdoulaye Diallo, Sarafedine Diallo. Véritable vecteur de développement, l'agriculture est le secteur du monde rural qui occupe une bonne partie de la population guinéenne. Pour appuyer ce secteur promoteur, le gouvernement a signé un accord de financement de 121 millions de dollars US avec ses partenaires. L'objectif est d'accroître durablement les revenus de 78 000 exploitants agricoles à travers le projet agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne Guinée. À l'ABI, ses membres statutaires se réunissent pour examiner et valider le plan de travail et le budget annuel 2022 du projet. Le comité consultatif régional est un espace d'échange et de concertation avec l'ensemble des acteurs pour discuter un peu des enjeux stratégiques de pilotage du projet. Elle est tournante. Chaque 6 mois, nous nous retrouvons pour discuter de ces enjeux-là et aussi donner une orientation ou réorientation aux activités du projet. Au cours de cette rencontre, les membres du comité consultatif ont aussi échangé sur les projets à exécuter à court, moyen et long terme. C'est un sentiment de satisfaction pour nos communautés, nos populations, n'est-ce pas, qui sont intéressées par ce projet. C'est un projet très ambitieux et qui vient aider nos populations. L'engagement que je peux prendre au nom de ma hiérarchie, c'est les accompagner, les soutenir et les encourager. C'est pourquoi toutes les fois qu'ils nous invitent, nous sommes disponibles. Et nous sommes prêts à les accompagner sur le terrain, même pour les suivis et évaluations qu'ils effectuent, parce que très tôt, ils ont épousé la méthode participative. Avant d'examiner et de valider le plan de travail et le budget annuel 2022, les membres statutaires du comité consultatif ont fait la revue des activités réalisées. Ils notent un bilan positif au regard des résultats enregistrés sur le terrain. À Boké, l'heure est à l'évaluation des activités réalisées par l'UNICEF en faveur des enfants de la région. La présentation de cette revue annuelle de l'institution onusienne a permis de faire l'état des lieux de la campagne de vaccination et des enregistrements de naissance. Younoussa Tawel Kamara, compte rendu. Dans son programme de protection des droits des enfants en Guinée, l'UNICEF a mené cette année plusieurs activités en Basse-Guinée, notamment dans les régions de Kindia et de Boké. Des activités axées sur l'enregistrement des naissances, mais aussi la campagne de vaccination en vue de prévenir certaines maladies chez les enfants. Ici à Boké, les responsables locaux, autorités régionales et partenaires du système des Nations Unies en Guinée se retrouvent pour évaluer les programmes réalisés en 2021 dans ces deux régions. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération entre la Guinée et l'UNICEF, chaque année, nous arrêtons un moment pour évaluer le parcours que nous avons franchi et surtout voir les progrès qui ont été accomplis, ce qui nous permet de voir et d'identifier ce qui n'a pas marché et prendre des mesures correctives en conséquence pour tout ça pour donc contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes. Le programme de coopération Guinée-UNICEF est un programme qui appuie les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté par l'élimination des goulots d'étranglement sur la réalisation des activités liées aux droits des enfants. Le partenariat scellé entre le gouvernement guinéen et l'UNICEF pour renforcer le respect des droits des enfants et améliorer leurs conditions de vie connaît ces dernières années une avancée significative dans ces deux régions de la Basse-Guinée. Les enfants étant la relève d'une nation, ils méritent d'être soutenus.
protégés pour qu'ils puissent être de bons répondants demain. Au terme de la revue annuelle des activités de l'UNICEF en Basse-Guinée, les partenaires et les autorités à tous les niveaux exhortent les parents à enregistrer les naissances des enfants et respecter le calendrier de la vaccination pour la protection des enfants. Deuxième grand titre de ce journal, lutte contre les épidémies en Guinée. La Banque africaine de développement offre un important lot d'équipements modernes de réanimation à la Guinée, d'une valeur de plus de 6 milliards de francs guinéens, ce dont est destiné aux structures sanitaires de 10 districts du pays. Mamadi Terna Kamisoko revient sur la cérémonie de remise. Au centre Covid de Nongo, le ministre de l'économie, des finances et du plan, en sa qualité de ministre-gouverneur de la Guinée, assiste à l'une des plus grandes assistances sanitaires de l'institution financière africaine en faveur de notre pays. Des lits de réanimation, des défibrillateurs, des moniteurs multiparamétriques, des oxymètres de pouls, des aspirateurs et de près de 1000 bouteilles d'oxygène. Un lot d'appareils de pointe pour équiper les unités de réanimation de 10 centres de traitement des épidémies. Il s'agit d'appareils capables d'assister les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, de traiter le trouble du rythme cardiaque ou, dans des cas extrêmes, de sauver la vie des patients atteints de graves complications respiratoires. Le don de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet de fonds d'investissement social de relance post-Ebola PERSIF s'inscrit dans le cadre de la continuité des soins de santé dans les districts sanitaires, même après le Covid-19. Et ces équipements vont être utiles au cas où vraiment qu'on a une augmentation des malades en réanimation, ce que nous ne souhaitons pas, parce que ça fait 2 ans que nous sommes impliqués dans ça, nous sommes épuisés, mais ça peut toujours servir, que ce soit à Conakry qu'à l'intérieur du pays où les gens en ont besoin. Une épidémie, quand elle éclate, elle a des répercussions d'ordre sanitaire, elle a des répercussions aussi d'ordre économique et social. Ce projet, c'est en fait, il assure le pont entre le volet sanitaire, le volet social et le volet économique. Au plus fort de l'épidémie du Covid-19, le projet a assisté la Guinée à travers la mise à disposition d'engins roulants, de kits de lavage des mains et de masques de protection. Nous fondons l'espoir que ces équipements pour 10 centres de traitement épidémiologique dont nous faisons aujourd'hui la remise officielle sauveront de nombreuses vies et contribueront à l'accélération de la sortie espérée de la pandémie qui est humainement et économiquement éprouvante. Sans aucun doute, ils contribueront à renforcer la résilience communautaire face à la Covid et à d'autres formes d'épidémie. Après l'obtention de cette importante quantité d'équipements de réanimation, le plus gros défi pour le ministère de la Santé reste la formation de plusieurs médecins dans le domaine. À ce jour, le pays ne compte que 9 anesthésistes réanimateurs. L'ONG de promotion de la médecine moderne et traditionnelle est une structure qui se fixe pour objectif la valorisation du secteur. Ainsi, elle vient de procéder au lancement de ses activités où elle a défini son plan d'action. Reportage Mohamed Lamine Camara. Dans la plupart des marchés de Conakry et de l'intérieur du pays, les plantes médicinales sont vendues. À cause de leurs vertus, plusieurs citoyens les utilisent pour se soigner contre certaines pathologies. Au regard de cette utilisation à grande échelle, la structure Jeune Génération de promoteurs de la pharmacie moderne et traditionnelle multiplie des initiatives pour la promotion du secteur. À travers cette rencontre, la corporation lance officiellement ses activités. Elle compte mettre en place d'ici à 2022 des mécanismes de professionnalisation pour valoriser la médecine traditionnelle. Nous avons accordé un outil d'épanouissement pour encourager la mise en place des pharmacies traditionnelles en Guinée, comme l'ont fait les autres pays, à l'occurrence la Chine. Notre pays contient beaucoup de potentialités en termes de plantes médicinales. Nous voulons faire de la Guinée le centre d'opération de la pharmacie traditionnelle. De nouvelles méthodes de traitement thérapeutique des maladies sont aussi envisagées par cette structure. Des stratégies qui visent à amener les citoyens à croire à l'efficacité de la pharmacie traditionnelle.
l'ONG veut vraiment valoriser ces différentes plantes pour faciliter non seulement le traitement et aussi l'achat de ces produits. Parce qu'avec les produits modernes, les produits coûtent extrêmement cher. Quand je prends dans nos différentes communautés reculées qui ont du mal même à trouver ces produits-là, il y a d'autres même dans les zones qui n'ont même pas de pharmacie, mais ils ont des plantes à côté, mais ils ne savent pas comment utiliser. Donc, je pense que cette structure va faciliter, va accompagner ces communautés pour le traitement de ces différentes pathologies. À partir du mois de janvier prochain, cette ONG entend déployer ses membres sur le terrain pour mener des campagnes de sensibilisation afin d'amener les citoyens à adhérer à la pratique de la médecine traditionnelle. La Guinée a célébré ce mercredi en différé la journée internationale de prévention des catastrophes. L'occasion pour les acteurs de se retrouver et de planifier de nouvelles actions collectives pour prévenir les risques naturels. Reportage Bernard Tonguino. En célébrant la journée internationale de prévention des catastrophes, les acteurs guinéens de l'environnement et des transports mesurent la nécessité du combat collectif contre les catastrophes naturelles. Le Service national de gestion des catastrophes et urgences environnementales travaille pour fédérer les efforts de l'ensemble des partenaires afin de réduire le nombre de personnes affectées par des risques d'origine humaine et naturelle. Cette journée qu'on célèbre aujourd'hui est pour sensibiliser, informer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des populations pour la prévention et la gestion des catastrophes. Dans ce combat contre les urgences environnementales, la Guinée bénéficie de l'accompagnement du PNUD, un accompagnement exprimé à travers la formation et l'équipement. Si on parle de gestion des risques, de gestion des catastrophes, il faut avoir des appareils de mesure. Donc ce que nous avons fait, c'est d'aider donc à avoir un projet de système de renforcement des systèmes d'information climatique et d'alerte précoce qui est en cours. Maintenant, les activités qui vont suivre, c'est des activités de sensibilisation dans les différentes communes et dans les différentes régions naturelles. Et dans ces programmes de sensibilisation, nous allons informer la population, la communauté aux risques de catastrophes auxquels ils font face. Instituée en 2009 par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée du 13 octobre, journée internationale de prévention des catastrophes, vise à interpeller les États et les citoyens sur l'urgence d'un combat collectif face aux risques d'origine humaine et naturelle. D'une célébration à une autre, la journée internationale de la Convention relative aux droits de l'enfant vient d'être célébrée le 20 novembre dernier. Grâce à la Fédération Monafani de Kindia et son partenaire Child Fund, des messages sur le respect des droits des enfants ont été véhiculés dans les communautés. Makale Souma nous fait le point. Le droit d'avoir un nom, une nationalité, d'être soigné, d'aller à l'école ou encore d'être protégé de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation sont entre autres droits dont doivent bénéficier les enfants. La Journée mondiale de l'enfant est une occasion de sensibilisation aux droits des tout-petits, comme ici à Dar es Salaam, dans le district de Serre Soria, une localité de Madina Oula dans la préfecture de Kindia. Promouvoir, mais aussi mettre en lumière ces droits pour les traduire en actes concrets sont les principaux messages aux pères, aux mères et à toute la communauté. Un plaidoyer à l'endroit des autorités. Nous accompagnons la communauté à travers de différentes sensibilisations pour une bonne compréhension des différents tests qui sont en intérêt direct avec les violences faites à nos enfants. Depuis 1990, la Journée mondiale de l'enfance marque également l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Halte aux violences faites aux enfants est le thème sous lequel a été célébrée cette journée à Dar es Salaam. Un plaidoyer fort à l'endroit des parents en ce qui concerne les violences faites aux enfants, notamment les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants et autres de vulnérabilité. Les droits des enfants sont affectés par beaucoup d'inégalités. Les enfants et les jeunes saisissent cette occasion
pour s'exprimer sur les sujets qui les préoccupent. Une journée de plaidoyer pour nous, de rappeler les décideurs, les violences que nous subissons, maltraitance, mariage précoce, grossesse non désirée, viol, traite et exploitation, MGF. Au cours de cette journée dédiée à l'enfant, ces citoyens ont été informés sur les enjeux majeurs liés aux droits fondamentaux des enfants, dont leur droit à la santé et à l'éducation. Mesdames et messieurs, après ce journal, vous suivrez une série de décrets du chef de l'État. En région forestière, c'est un nouveau cap franchi par le projet de conservation des écosystèmes de l'Union du fleuve Mano. Une plateforme transfrontalière est mise en place pour la gestion rationnelle de la forêt Ziama. Les représentants du Libéria et de la Guinée ont signé des accords de gestion dans la préfecture de Massanta. Mohamed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo, RTG Nzerekori. Abritant la grande partie de la forêt Ziama, Wonegizi et Wologizi, Massanta pilote le projet de conservation de l'écosystème de l'Union du fleuve Mano. Pour une meilleure gestion des ressources en eau de ce massif forestier, Guinéens et Libériens se retrouvent pour paraffer un plan d'exploitation qui sera dirigé par les communautés riveraines. Ces instances qui seront mises en place vont nous permettre de dynamiser et d'entreprendre les activités transfrontalières liées à la conservation de la biodiversité, à la gestion en commun des ressources que nous partageons. Au terme de 2 jours d'intenses travaux, les 7 personnes ici présentes ont été choisies par leur père pour diriger la commission transfrontalière pour la forêt Ziama, Wonegizi et Wologizi. J'attends d'eux pour qu'ils jouent pleinement leur rôle, assister la communauté à appliquer les bonnes pratiques, rendre des visites d'expérience pour permettre à chacun de pouvoir s'améliorer et d'améliorer aussi leurs conditions de vie. C'est par rapport à leur comportement, leur sagesse, leur dévouement, leur intéressement à la protection de la forêt, c'est ce qui fait que alors on a eu confiance en eux. La gestion de cette zone fortement menacée par l'action anthropique requiert de l'engagement des représentants des communautés riveraines. Nous sommes tous un même peuple et nous devons contribuer à la préservation et de nos forêts et des animaux qui se trouvent là-dedans. Avec une population estimée à 41 800 000 habitants, l'espace Mano River Union pourrait atteindre les 53 millions de personnes d'ici 2035, selon le taux de croissance démographique actuel. Dépendant en grande majorité de cette forêt transfrontalière, les communautés s'engagent pour une exploitation rationnelle des ressources. Un reportage de Lancé Kamsoko depuis Nzerekori. Page noire arrivée hier dans la soirée de la dépouille mortelle de Dame Massila évacuée sur Tunis. À l'hôpital sino-guinéen, parents, amis et activistes lui ont rendu un dernier hommage. Une triste journée marquée aussi par des témoignages, des messages de compassion, mais aussi de dénonciation de violences faites aux femmes. Reportage Kerno Maroufba, Mariam Kamara. Arrivée hier nuit avec une délégation tunisienne, la dépouille de Massila reçoit les derniers hommages du peuple de Guinée. Dans l'enceinte de l'hôpital sino-guinéen, parents, amis, activistes des droits de l'homme et membres du gouvernement sont fortement mobilisés pour traduire leur compassion à la famille éplorée. C'est un sentiment d'amertume pour ce qui est arrivé à Massila. C'est un sentiment chaleureux pour la compassion, pour la consolation, pour la dimension qui a été donnée à l'événement à l'honneur de Massila. On ne jette pas l'eau pauvre sur tous les médecins guinéens, mais ces 4 personnes ont honni toute la corporation. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cliniques qui pullulent à Conakry et partout en Guinée. C'est très mal. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres victimes dans ce pays. C'est pourquoi, à partir de demain, il faut dire stop. À ce symposium de Massila, le gouvernement de la transition réitère son engagement pour faire toute la lumière sur ce viol qui fait la une des journaux du pays. C'est toujours le même message de soutien, de condoléances, de réconfort prôné par le premier magistrat du pays en la personne du président de la transition, Excellence colonel Mamadi Doumbouya, mais également celui de son premier ministre, chef du gouvernement,
pour vraiment encourager la famille. Après ce vibrant hommage, la dépouille de Massila a pris la direction du quartier Anta, où elle sera inhumée dans le cimetière du dit quartier, en banlieue de Conakry. Paix à l'âme de Massila, symbole de toutes ces femmes victimes de viols et de violences. Mesdames et messieurs, gardez votre position. Dans un instant, vous suivrez une série de décrets du chef de l'État. C'est avec cette note de tristesse que nous fermons ce journal. Grand merci à vous pour votre précieuse attention et à bientôt.